Eh bien, ces critères sont nombreux et l'un des dangers est justement de se focaliser sur un seul critère, comme on le fait parfois, en ne parlant que de la sécurité ou que des rejets de CO2. Non pas que la sécurité et les rejets de CO2 ne soient pas des critères importants qui ne devraient être ignorés, mais qui au contraire font partie des critères à prendre en compte, mais ce ne sont pas les seuls. Il faut aussi s'interroger sur le coût économique, parce que les ressources qui sont nécessaires pour produire l'énergie sont des ressources qui ne seront pas utilisées à autre chose. Il faut s'intéresser à l'indépendance nationale, qui est évidemment un critère important, parce qu'on ne peut pas dépendre de décisions de l'étranger pour notre approvisionnement en énergie. Mais il faut aussi s'interroger sur les implications purement industrielles en matière d'emploi et en matière de technologie. Et j'en oublie sans doute encore. Alors, le paysage énergétique est soumis en effet à un grand nombre de contraintes. Il y en a qui sont quantitatives en ce qui concerne et qui sont de prix en ce qui concerne les combustibles importés. Et donc, quand on réfléchit à ce que peut être l'avenir de l'énergie, on doit se dire, y aura-t-il du pétrole, y aura-t-il du gaz dans les 20 ou 30 années à venir et à quel prix? Alors, ce ne sont pas des questions auxquelles il est facile de répondre avec une grande certitude, mais enfin, on peut dire tout de même 2 ou 3 choses là-dessus. Le pétrole, on sait qu'il y en a en quantité finie, encore qu'il faille se méfier parce qu'en cherchant bien, on en trouve, et ça fait déjà un siècle qu'on nous dit que ça sera la fin du pétrole dans 30 ans, et on recule toujours l'échéance. Mais enfin, il est vraisemblable qu'un jour ou l'autre, il y en aura moins, ou en tout cas qu'il faudra dépenser davantage de ressources pour l'extraire. Il y a donc une pression à la hausse qui s'exercera sur le pétrole. Alors, quelle en sera l'ampleur? Que sera le prix du baril de pétrole dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne le sais pas plus que personne d'autre, mais on doit pouvoir tabler sur une hausse raisonnable et relativement légère. S'agissant du gaz, le problème est légèrement différent parce qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de gaz et beaucoup de possibilités de produire du gaz. On peut même en produire en France, c'est du gaz de schiste. La France est l'un des rares pays du monde d'ailleurs qui se refuse, pour des raisons pas trop claires, à exploiter cette ressource. Mais on sait déjà que dans un pays comme les États-Unis, le gaz de schiste remplit maintenant une part importante. Je crois qu'on est du côté du tiers de ce qui se consomme aux États-Unis. Il y a des gens qui ont écrit, des gens très sérieux de l'Agence internationale de l'énergie, qui ont parlé de l'ère du gaz en matière d'électricité, en matière d'énergie. Cette abondance de gaz exercera une pression à la baisse sur le prix du gaz et par voie de ricochet sur le prix du pétrole. Ça devrait contribuer à freiner une augmentation du prix du gaz et du pétrole. Il y a des contraintes sur d'autres formes d'énergie, comme par exemple le charbon. Je n'en ai pas parlé parce qu'en France, le charbon ne joue pratiquement plus de rôle, mais il y a beaucoup de pays au monde où il est une source importante, en vérité la source principale d'énergie utilisée, soit directement pour se chauffer ou pour l'industrie, soit indirectement pour fabriquer de l'électricité. Le charbon est très abondant. Le monde en a pour plusieurs siècles de charbon. L'un des problèmes majeurs du charbon, c'est qu'il est extrêmement polluant, c'est que la combustion de charbon rejette beaucoup de gaz à effet de serre, de CO2 et aussi d'autres polluants locaux. C'est pour le moment une contrainte. Cette contrainte sera-t-elle levée? Va-t-on trouver le moyen de capturer le CO2 à la sortie des centrales à charbon il ne suffit pas de le capturer, il faut aussi trouver le moyen de stocker le CO2 d'une façon sûre. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui travaillent et qui engagent des recherches pour trouver le moyen de faire cela. On ne sait pas s'ils vont réussir. S'ils devaient réussir, alors
certainement est-ce que le panorama énergétique serait profondément changé, parce qu'on aurait une source non polluante et bon marché d'énergie, et donc qui pourrait être utilisée en particulier pour fabriquer de l'électricité. Ce ne sont pas les seuls éléments du panorama. On peut dire qu'il y a de plus en plus une aversion au risque, qui est très claire dans le cas du nucléaire, mais qui se manifeste dans beaucoup d'autres domaines. Il y a quelques années, on a voulu construire une ligne à haute tension reliant la France et l'Espagne, dont on a un très grand besoin pour importer, exporter de l'électricité d'un pays à l'autre, parce que les pays n'ont pas nécessairement besoin au même moment. On revient sur la question du temps. Et cette ligne à haute tension s'est heurtée à de très très vives difficultés. La commission du débat public a travaillé pendant des années entières. Finalement, on a été obligé de dépenser 3 fois plus d'argent qu'il était prévu pour enterrer cette ligne à haute tension. Je le donne comme un exemple, mais c'est un exemple qui est important parce qu'on aura de plus en plus besoin de lignes à haute tension entre les pays et à l'intérieur des pays, et il y a des oppositions fortes à de tels investissements. Et puis, à propos des contraintes, il y a aussi des opportunités. C'est le même mot, paraît-il, en chinois. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans plusieurs domaines. C'est le cas, par exemple, des biocarburants. Les premières générations de biocarburants, à partir d'alcool de canne ou à partir de maïs ou à partir de betteraves, n'ont pas donné de bons résultats. Il y a 15 ans, on ne jurait que par ça. On nous annonçait que bientôt toutes les voitures allaient rouler avec du biocarburant. On a dépensé de l'argent public en quantité considérable pour favoriser les biocarburants en France, mais pas seulement en France, dans toute l'Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Et on s'est aperçu que ça ne marchait pas, que c'était particulièrement coûteux du point de vue environnemental et même, ce qui est plus grave, du point de vue alimentaire. Il y a des gens qui ont expliqué qu'il y avait des Mexicains qui mouraient de faim parce que les Américains utilisaient leur maïs pour faire des carburants au lieu de les utiliser pour faire des tortillas pour les Mexicains. Ce qui n'est pas une affaire de plaisanterie, c'est une affaire évidemment extrêmement sérieuse. Mais il y a d'autres générations de biocarburants. On parle maintenant d'utiliser de bois et les déchets de bois, et puis même des carburants de 3e génération qui feraient travailler des micro-organismes, qui fabriqueraient des algues qui, elles, pourraient être utilisées pour fabriquer des biocarburants. On en est au stade de la recherche, mais on ne peut pas écarter l'hypothèse selon laquelle des découvertes de ce type apparaîtront dans les 5 ou 10 ou 15 années à venir, et elles seraient bien entendu de nature à bouleverser le paysage. On peut donner d'autres exemples encore. L'un des plus importants, c'est celui de la fusion nucléaire. Actuellement, les réacteurs fonctionnent à partir de la fission, ce qui a l'inconvénient de produire des matières radioactives. On pense qu'il est théoriquement, enfin on sait qu'il est théoriquement possible de fabriquer de l'énergie avec de la fusion, ce qui aurait l'avantage d'éliminer tout danger, d'éliminer tout risque, mais ce qui est extrêmement difficile à faire. Il y a un programme international appelé ITER qui se réalise en France, qui coûte beaucoup d'argent, qui travaille. Les Allemands prétendent qu'ils s'apprêtent à faire la même chose en dépensant 20 fois moins d'argent. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'on va voir apparaître dans les années à venir des découvertes de ce type dont chacune suffirait à bouleverser très substantiellement le paysage. Mais bien entendu, rien de tout cela n'est sûr. Je parlais tout à l'heure du stockage de l'électricité. On cherche à faire ça depuis que l'électricité existe. Si on arrivait à trouver des façons de faire ça, alors mais les changements seraient vraiment radicaux. L'électricité, par exemple, photovoltaïque et éolienne, qui a l'inconvénient d'être intermittente et de
n'être produite qu'à des moments qui dépendent uniquement des caprices du temps, deviendrait beaucoup plus intéressante, parce qu'on pourrait la stocker quand il y en a de produite, et puis l'utiliser au moment où on en a besoin, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a un panorama qui est complexe, qui est changeant, qui est à la pointe de la recherche dans beaucoup de domaines, et personne, bien entendu, ne peut parler avec sûreté sur ce qui va se produire dans ces différents domaines. Oui, alors s'agissant des différents scénarios qu'on peut construire, l'incertitude n'est pas principalement sur les carburants fossiles, c'est-à-dire sur le pétrole et sur le gaz. Là, on sait à peu près ce que va être l'évolution de la demande. S'agissant des carburants automobiles, on sait qu'on va aller, selon toute probabilité, dans les 10 ou 20 années à venir en France, vers une légère diminution. Déjà, cette diminution a commencé. On utilise de moins en moins d'essence et de gazole parce que la mobilité diminue et que, en plus de ça, et c'est le facteur le plus important du reste, la consommation des véhicules diminue considérablement. Il y a 10 ans, les voitures consommaient 10 litres d'essence aux 100 km. Aujourd'hui, ils en consomment plutôt 5. Ça fait une différence importante. Donc il est assez facile de faire des prévisions. Dans les 20 années à venir, on va vers une diminution légère de la consommation de carburant automobile. Pour le gaz, il est plus difficile de faire des prévisions parce que le passé a été plus heurté, il y a eu des augmentations puis des diminutions. Mais là encore, compte tenu des progrès que l'on fait dans l'isolation des maisons, des progrès que l'industrie fait dans l'utilisation de l'énergie, même si l'on table sur une augmentation de la population, ce qui est le cas, et sur une augmentation du revenu par habitant, ce qui est le cas aussi, bien qu'étant par les temps qui courent malheureusement moins certain, même dans ces cas-là, on pense que les progrès des économies d'énergie seront plus importants que l'augmentation de la production et du PIB. Donc on devrait aller en matière de gaz vers une stagnation ou une légère diminution. S'agissant de l'électricité, l'évolution de la demande ne devrait pas augmenter non plus beaucoup. C'est un point qui est important parce que historiquement, la consommation d'électricité a augmenté très rapidement. Dans les années 50 ou 60, elle augmentait de 7% par an, elle doublait en 10 ans. Les taux d'augmentation ont diminué constamment, ils sont maintenant proches de zéro, en sorte que les scénarios que l'on peut construire pour l'avenir tablent soit sur une légère augmentation, 10-15% en 20 ans, soit sur une stagnation complète. La consommation d'électricité resterait au niveau auquel elle se trouve. Les scénarios, et ça dans tous les cas de figure, dans tous les scénarios pratiquement qui peuvent être construits. Alors il y a bien, on pourra y revenir, des scénarios un peu futuristes, mais peut-être aussi fantaisistes, qui parlent de réduire de moitié la consommation énergétique, mais ils ne sont pas très crédibles. Restons sur ces hypothèses de stagnation de la consommation. Reste que cette électricité peut être produite de beaucoup de façons. La principale incertitude porte sur le poids du nucléaire. Et là, on a une vraie variable politique. Alors, on peut avoir un cas de figure dans lequel la France continue d'être au niveau où elle est actuellement, 75% d'électricité est d'origine nucléaire, 12 ou 13% d'origine hydraulique et 10 ou 12% d'origine thermique, autrefois du charbon et du fioul, maintenant principalement du gaz. Et puis le reste, 1 ou 2%, c'est l'éolien et le solaire reste pour le moment quantitativement très faible. Ça, il y a un scénario qui est de garder ces proportions-là.
Là, on est dans l'hypothèse où il n'y a pas d'augmentation de la consommation. Alors, il y a un deuxième scénario, qu'on pourrait appeler le scénario du Grenelle, qui est de faire des investissements assez considérables qui ont été prévus dans le Grenelle de l'environnement pour augmenter dans des proportions importantes la part de l'éolien et du solaire. L'éolien sous la forme terrestre et sous la forme maritime. Il y a un troisième scénario, après on rentre dans les scénarios du retrait du nucléaire. Il y a un scénario qui est le retrait total du nucléaire, qui est proposé par au moins un grand parti politique, le retrait total sur une vingtaine d'années du nucléaire. C'est un scénario qui est évidemment tout à fait plausible, mais qui a des inconvénients. Ça veut dire que l'électricité qui est actuellement produite par du nucléaire serait produite non pas par l'hydraulique, parce que personne ne croit que l'on peut fabriquer de nouveaux barrages, tout ce qui était faisable a été fait, mais on peut la fabriquer soit avec de l'électricité thermique, on peut le remplacer soit avec du thermique, c'est-à-dire principalement du gaz, soit avec de l'éolien terrestre, soit avec de l'éolien maritime, soit avec du solaire. Il y a bien 2 ou 3 autres petites possibilités du côté de la géothermie ou du côté des pompes à chaleur ou du côté du biogaz, mais enfin on reste là dans des choses qui sont relativement limitées. La vraie possibilité, c'est ces 4 autres formes, thermique, éolien maritime, éolien solaire, et éolien terrestre et solaire. Là, alors dans le scénario du retrait total, il faut bien voir que la part du thermique serait nécessairement très élevée. La raison en est qu'on ne peut pas substituer complètement l'éolien et le solaire au nucléaire. Pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas constamment du soleil qui brille, vous n'avez pas constamment du vent qui souffle. En réalité, d'ailleurs, le soleil il ne brille pas, il ne produit pas d'électricité beaucoup d'heures par an. Il fonctionne 10 ou 12% du temps. Il y a 8700 heures, je crois, dans une année, et vous n'avez guère plus de 1000 ou 1200 heures de soleil dans une année. Alors, il y en a un peu plus à Nice, évidemment, qu'à Valenciennes, mais vous n'en avez pas beaucoup. Ça veut dire que vous ne produirez jamais d'électricité un soir d'hiver à 8 heures avec du solaire. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre ça, parce qu'il n'y a pas de soleil à 8 heures du soir l'hiver. Alors le vent, il y en a toute l'année, jour et nuit, mais il y en a seulement un peu moins du tiers du temps, plutôt le quart du temps, on est à 25%, on est à 2000 heures par an, guère plus. Et donc, si vous n'aviez que de l'éolien, ce ne serait pas un risque, ce serait la certitude qu'une grande partie du temps, vous n'auriez pas d'électricité du tout. Donc il y a un plafond à la quantité d'électricité qui peut être produite, au pourcentage d'électricité qui peut être produit par le solaire et par l'éolien. Alors quel est ce plafond? Personne ne le sait exactement. À l'heure actuelle, aucun pays au monde ne dépasse 20%. Le pays où ce chiffre est le plus élevé, c'est le Danemark, qui doit être de 20 ou 21%. L'Espagne, pas très loin, 18-19%. On peut aller sans doute jusque-là, et encore, ce n'est pas si simple que ça, mais personne n'imagine que l'on puisse aller au-delà de 35%. Donc, dans le cas du retrait total, l'essentiel de l'électricité actuellement produite par le nucléaire serait produite par du thermique, c'est-à-dire qu'elle rejetterait beaucoup de CO2 et d'autres gaz, mais principalement du CO2. Donc il y a aussi un retrait
partiel, qui est celui qui est prôné par d'autres partis politiques, où on ne bute pas dans cette contrainte des 30 ou 35%, et où donc on peut imaginer que le nucléaire éliminé serait réparti également entre les quatre formes alternatives que sont le thermique, l'éolien maritime, l'éolien terrestre et le solaire. Voilà les scénarios raisonnables. Alors il y a d'autres scénarios plus extrémistes et plus futuristes qui parlent de diminuer la consommation de moitié avec des mesures draconiennes dans beaucoup de domaines, qui suggèrent qu'on pourrait se chauffer au bois. C'est très poétique et très sympathique, mais il est très difficile de prendre ces scénarios véritablement très au sérieux. Alors, sur la question du coût, il y a de grandes différences entre les différentes formes d'électricité. Il n'est pas facile de savoir ce qu'est le coût des différentes filières. Mais enfin, il y a des institutions internationales indépendantes et compétentes qui sont penchées sur le sujet et qui ont produit des données qui n'ont rien d'hexagonal, qui s'appliquent au globe entier et qui sont la base sur laquelle on peut réfléchir. Le moins cher, c'est de loin l'électricité nucléaire, le moins cher au kilowattheure qui est produit. À la fois parce que les centrales durent plus longtemps, qu'elles peuvent marcher 7000 heures par an, qu'on en contrôle le prix. Ensuite vient les centrales thermiques qui fonctionnent au gaz, qui ne coûtent pas très cher d'ailleurs à construire, mais ensuite il faut acheter du gaz chaque année, ce qui coûte cher et ce qui se fera à un prix qu'on n'est pas forcément capable de prévoir très bien. Troisièmement, vous avez l'éolien terrestre, qui coûte plus cher que les deux précédents, puis vous avez l'éolien maritime, qui coûte là beaucoup plus cher. Là, on est pratiquement 3 fois le prix du nucléaire. Et enfin, vous avez le solaire, qui lui coûte presque 10 fois plus cher que le nucléaire. Ça veut dire que lorsque vous glissez, alors on peut dire si on remplace une centrale nucléaire par des installations de ces trois types qui vont à part égale, le coût au kilowattheure de la centrale nucléaire, qui était on est du côté de 40 des euros par mégawatt, va bondir à quelque chose comme la moyenne des quatre autres chiffres nous met du côté de 120. Donc on va pratiquement tripler le coût. Les choses sont encore plus graves que ça quand on veut fermer des centrales nucléaires en état de marche. Parce que lorsque vous fermez une centrale nucléaire en état de marche, vous ne comparez pas le coût du nucléaire avec le coût de l'éolien. Vous comparez le coût du fonctionnement d'une centrale nucléaire qui existe, puisqu'on en a en France. Et vous avez des coûts de fonctionnement, il faut acheter du combustible, il faut surveiller, il faut entretenir. Mais là, vous êtes du côté de 20 euros le mégawatt, que vous allez comparer avec les 100 et quelques euros du mégawatt. Et donc, le surcoût va être absolument considérable. Ça, c'est un surcoût en argent, ce qui se traduira par une baisse du niveau de vie des Français qui devront payer plus cher pour avoir exactement la même chose, ni plus ni moins, pour avoir le même kilowattheure. Et puis ceci entraînerait évidemment des coûts en matière d'emploi, parce que l'argent qui serait mis, l'argent supplémentaire qui serait mis dans l'électricité, il ne serait pas mis dans l'achat de cravates ou dans l'achat de carottes, et la production de carottes ou la production de cravates diminuerait, et avec elle l'emploi dans la cravate et dans la carotte. Et là, on a littéralement des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Le problème, il n'est pas tellement qu'on va fermer les centrales nucléaires et mettre au chômage les
travailleurs des centrales nucléaires, encore que ce soit un problème très sérieux pour ces travailleurs-là, parce que c'est vrai qu'on créerait d'autres emplois dans l'éolien et dans le solaire. Sauf que transformer un ingénieur nucléaire en un poseur de panneaux n'est peut-être pas une chose aussi facile que ça, mais en gros, ça se compenserait. En revanche, ce qui ne se compenserait pas, c'est le fait qu'il y aurait moins de demandes pour les autres produits que fabrique l'économie française. Et là, vous avez un coût qui est tout à fait considérable.